Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une autre mitrailleuse conçue par John Browning. Mais avant de voir l'histoire des Browning 1919, un grand merci au musée du sous-officier qui m'accueille et qui me permet de filmer cette mitrailleuse Browning 1919 A4. Et toujours un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Comme vous l'avez sans doute remarqué, le modèle 1919 ressemble à une petite version de la mitrailleuse M2 que nous avions vue précédemment, et c'est pas tout à fait faux, car comme on va le voir, il y a beaucoup de points communs entre ces deux armes. Comme son nom l'indique, la mitrailleuse modèle 1919 a été adoptée juste après la Première Guerre mondiale. Mais on peut faire commencer son origine quelques années avant, car Browning avait conçu la mitrailleuse modèle 1917 qui fonctionnait avec un radiateur avec de l'eau, comme beaucoup de mitrailleuses de la Première Guerre mondiale, que ce soit par exemple les Maxim, MG-08 et bien d'autres. Donc l'armée américaine va adopter la 1917, mais son système de refroidissement va poser problème si on veut utiliser cette arme sur un char, et l'armée américaine ne souhaite pas acheter de mitrailleuses européennes pour les installer sur ses blindés. Browning et ses équipes vont donc plancher sur une nouvelle mitrailleuse qui va s'appuyer sur le modèle 1917, mais ce coup-ci avec un refroidissement par air. À la fin du mois de septembre 1918, les premiers prototypes sont prêts pour les essais et l'arme des Browning est adoptée quasiment dans la foulée. Et on pense commencer la production en masse au mois de novembre 1918, mais évidemment la fin de la guerre va grandement réduire les quantités prévues et l'arme sera officiellement adoptée en 1919. Et en plus de son rôle de mitrailleuse pour blindés, on va essayer d'utiliser la mitrailleuse de 1919 comme arme pour l'infanterie en installant un bipied et de nouveaux organes de visée. Et c'est ce qui va donner la 1919 A1, puis la version A2 dans les années 20 pour remplacer les anciennes mitrailleuses de 1917. Après quelques évolutions minimes pour renforcer le mécanisme, on obtient la 1919 A3 au début des années 30, mais c'est la version A4 qui est cette version-ci qui va être la plus produite, et cette variante sera finalisée en 1936. Et comme pour beaucoup d'armes produites à cette époque en masse, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, la production va être répartie entre de nombreuses entreprises, et dans notre cas, la mitrailleuse est produite par General Motors. Et l'objectif de cette version A4 est d'augmenter encore plus la fiabilité de l'arme par rapport au 1919 A2 et A3. On va aussi légèrement allonger le canon, qui va devenir aussi un peu plus épais. On installe aussi une sorte de piège à gaz à l'avant qui va rediriger une partie des gaz pour aider au mécanisme de court-recul du canon. Et cette mitrailleuse A4 peut aussi bien être utilisée avec un bipied qui va s'attacher autour du manchon, mais on peut également l'utiliser sur différents affûts ou sur différents véhicules. D'autres versions seront développées pendant et après la Seconde Guerre mondiale pour alléger l'arme et pour l'adapter également à un rôle de mitrailleuse d'aviation. Et avec l'abandon du 30-06 après la Seconde Guerre mondiale pour l'adoption du 16-62 par 51 mm, de nombreuses 1919 vont être réaménagées pour la nouvelle cartouche. Mais je vais faire une petite pause dans la longue histoire de cette arme que je reprendrai sûrement dans d'autres vidéos sur différentes versions, car on va désormais regarder de plus près cette 1919 A4. Notre 1919 A4 mesure un peu moins d'1 mètre, 96 cm pour être précis, et le poids de l'arme sans affût est de 14 kg. Notre canon, lui, va mesurer 61 cm de long, et il est entouré d'un manchon perforé pour le refroidissement. Nos organes de visée sont rabattables, que ce soit pour le guidon et la hausse. En position rabattue, c'est notre hausse de combat, et si on veut un peu plus de précision, on la déploie. Il y en a un œilleton que l'on peut régler horizontalement et verticalement, et ce jusqu'à une distance de 2400 yards. Devant la hausse, on a le bouton qui va verrouiller le capot, donc on le ramène un peu en arrière, et on peut alors l'ouvrir. On a alors notre coulisseau qui va faire défiler la bande de munitions. On peut voir également notre levier tracteur abaisseur qui est ici. Sur
le côté droit, les maillons vont sortir grâce à ce port d'éjection et les étuis vides vont sortir par le port d'éjection situé en bas. À l'arrière, on a notre poignée ainsi que notre détente, notre levier d'armement à droite. Et sur ce modèle, on a une barre ici qui va servir à maintenir la culasse en arrière afin de ne pas avoir une cartouche dans la chambre qui potentiellement peut être brûlante, et cela permet théoriquement d'aider aussi au refroidissement du canon car l'air peut mieux circuler. Et c'est assez important car contrairement à d'autres armes de ce type, la 1919 tire culasse fermée. Mais à partir du mois de mai 1943, les mitrailleuses Browning ne vont plus inclure cette barre afin de simplifier la production. Le démontage de la 1919 n'est pas très compliqué. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire dans son intégralité sur cet exemplaire, mais on va au moins pouvoir retirer la culasse. Donc déjà, je vais ouvrir mon capot. Ça va me simplifier la vie. La pièce qui maintenait le capot fermé, je vais la pousser en avant. Et je vais pouvoir alors retirer la poignée en la soulevant. Normalement, sur les versions non neutralisées comme celle-ci, il faut au préalable solidariser le ressort récupérateur de la culasse. Là, il n'y a pas de ressort récupérateur, donc il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas oublier de le faire, sinon potentiellement le ressort peut prendre sa liberté quand on enlève la plaque avec la poignée. Ensuite, je ramène mon levier d'armement en arrière et je vais le retirer. Quand on est totalement en arrière, on peut le sortir. Et je vais sortir ma culasse, que voici. Donc là, on a notre levier tracteur abaisseur, un petit levier qui va servir à l'armement du percuteur. Normalement, je devrais sortir l'ensemble avec la glissière et le canon. En fait, il suffit juste normalement de tirer et ils sortent, mais sur ce modèle, malheureusement, c'est soudé. Et en enlevant tout ce bloc, ça va également nous permettre de régler la feuillure. La mitrailleuse modèle 1919 fonctionne par coup-recul du canon et tire culasse fermée. Lorsque l'arme est prête à tirer, une bande de munitions est insérée et une cartouche est dans la chambre. L'appui sur la queue détente va relâcher le percuteur qui va entraîner le départ du coup de feu. Le canon et le groupe composé par la culasse et la glissière vont alors reculer. Lorsque le canon et la glissière vont être en fin de course, le verrou de culasse va s'abaisser, permettant à la culasse de poursuivre son voyage en arrière, et elle va forcer l'accélérateur à s'abaisser, permettant ainsi de retarder son ouverture. L'étui va commencer à être extrait de la chambre et le levier va préparer l'insertion d'une nouvelle cartouche en la tirant de la bande et en la présentant devant la chambre tout en éjectant l'étui vide, qui lui va sortir par le port d'éjection en bas. La culasse, une fois totalement en arrière, va repartir en avant sous la force du ressort récupérateur et également grâce au levier accélérateur. Le verrou de culasse va remonter et le canon va être repoussé en avant. Là, on va pouvoir de nouveau faire feu car une cartouche a été chambrée par la culasse. La mitrailleuse modèle 1919 est une arme qui a été grandement utilisée, surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, mais elle va également être utilisée en Corée, au Vietnam et encore aujourd'hui, mais évidemment dans une moindre mesure. C'est une arme qui a servi les États-Unis, mais aussi d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Argentine, l'Autriche, Israël et bien d'autres, car l'arme peut facilement être construite dans différents calibres. Et j'espère que j'aurai l'occasion de filmer d'autres versions de cette arme très célèbre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur cette fameuse Browning 1919. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.